La Bibliothèque nationale de France. Dans le cadre du cycle de conférences intitulé « Le théâtre, une invention de l'Europe », Georges Banu et Joël Hudevol reçoivent les metteurs en scène Wajdi Mouawad et Marcel Bozonnet. Bonsoir à toutes et à tous. En fait, on attend l'arrivée de Marcel Bozonnet, mais qui n'est pas loin, mais qui est arrivé par l'entrée ouest de la bibliothèque, alors que on ne peut rentrer que par l'est. Donc voilà, il est à 2 pas. Et donc, vraiment, maintenant, il devrait nous rejoindre dans quelques minutes. Merci beaucoup à tous et à toutes d'être là pour cette reprise du cycle « Le théâtre, une invention de l'Europe », qui est un cycle que nous avons eu le plaisir d'imaginer et de faire ensemble avec Georges Banu dès l'année dernière, avec des invités aussi différents et passionnants que Thiago Rodriguez, Georges Lavaudan, Laurent Godet, Gabor Tompa. Ah ben voilà, Marcel arrive. On le remercie très, très vivement d'être là ce soir parce qu'il a un emploi du temps serré, enfin comme beaucoup, mais particulièrement. Simplifié énormément. Ah oui. Nous ne jouons plus. Ah, d'accord. Bon, alors, du coup, on en tirera les bénéfices puisqu'on aura plus longtemps avec nous, si j'ai bien compris. Voilà, donc on a ce cycle qui nous avait permis de traverser sous différents angles les rapports que le théâtre entretient avec l'Europe, avec comme phrase emblématique et questionnante cette citation de Pasolini que Georges Banu avait trouvé et enfin nous avait proposé. Nous ne sommes pas nombreux, mais nous venons d'Athènes. Donc cette phrase a été le point de départ d'une réflexion qui nous a mené dans différents axes, la circulation des œuvres et des artistes, l'écriture et la mise en scène. Un de nos débats était plutôt sur scène et engagement, sur la question du répertoire, bien sûr, le répertoire occidental et la manière dont il est traité et comment il est traité aussi différemment que dans l'univers théâtral oriental. Et donc, ça nous a donné envie de faire un rebond, comme on dit aujourd'hui, cette année, avec deux nouvelles rencontres, d'autant plus que, comme vous le savez, on est dans l'année où la France préside l'Europe, et d'ailleurs on a eu un certain nombre de manifestations ici à la BNF, notamment des concerts à l'occasion de cette saison européenne. Donc on est très content de vous retrouver ici à la BNF et en ligne, puisque le débat est retransmis. Avec ce soir deux invités, Marcel Bozonnet qui vient donc d'apparaître devant nous. Marcel Bozonnet, comment je dirais, artiste indépendant, comédien, metteur en scène, qui a dirigé le Conservatoire national d'art dramatique, qui a dirigé la Comédie Française, qui aujourd'hui dirige une jeune compagnie, les Comédiens Voyageurs, et qui, en ce moment, est dans la distribution de La Cerisay, mise en scène par Thiago Rodriguez, à l'Odéon. Donc, ce soir, malheureusement, vous ne jouez pas. Bon, c'est l'inconvénient de ces... Ah, vous ne jouez pas ce soir ? Ben non, Isabelle Huppert a le Covid. Même Isabelle Huppert. Oh. Je suis d'accord, ça nous a tous surpris. Donc voilà, merci beaucoup d'être là ce soir. Et Wajdi Mouawad, auteur, metteur en scène, dont le répertoire est maintenant très bien connu de nous tous, qui a un long parcours depuis les rives de la Méditerranée jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, jusque chez nous, où nous avons la chance de l'avoir pour directeur du Théâtre de la Colline depuis 2016, c'est ça, et avec une très très belle programmation dont les textes et les mises en scène qu'il produit. Et il nous a semblé vraiment intéressant à Georges et à moi de vous entendre chacun et de vous entendre ensemble sur cette question de le théâtre, une invention de l'Europe.
avec toutes ces ramifications, et notamment aujourd'hui, je pense, avec ces racines grecques qui vous inspirent l'un et l'autre. Alors Georges, peut-être tu veux dire un petit mot avant qu'on laisse la parole à qu'on commence à titiller nos invités. Ah ben, d'abord, excusez-moi, on a parlé avec Wajdi tout à l'heure et on n'a pas fait attention. Est-ce qu'on pourrait éclairer un peu plus la salle là, parce qu'on est dans une situation un peu d'acteur, c'est pas possible. Même le Covid. Mais je ne comprends pas pourquoi on ne peut pas éclairer la salle un peu. Enfin c'est assez agréable de voir les visages des gens avec des masques ou sans masque. Mais enfin, mais c'est déjà mieux. Ça s'obscurcit. Voilà, non, les deux artistes invités, amis, Marcel Bozonnet et Wajdi Mouawad, sont des artistes qui confirment en quelque sorte par leur choix cette affinité avec le théâtre comme un théâtre issu de l'Europe, comme un théâtre de parole et un théâtre fondé sur l'interrogation de l'origine. L'Europe, on l'a déjà dit, a produit ce théâtre qui s'est diffusé dans le monde et qui a sa spécificité. C'est pas la même chose que le théâtre danse que Karian Mnouchkine a pratiqué, a repris, que Eugenio Barba aussi a développé. Ce théâtre que l'Europe a fourni, c'est un théâtre principalement de texte et aussi un théâtre fondé sur ce qu'on pourrait appeler la pensée poétique. La pensée poétique formulée grâce à des textes incarnés par des acteurs. La question qu'on peut se poser aujourd'hui, c'est est-ce que je pensais un peu à ça. Et c'est vrai, le théâtre est une invention de l'Europe. Mais est-ce qu'il n'y en a pas plusieurs Europes ? Est-ce que le théâtre n'est pas aussi l'invention de la Grèce, mais aussi, plus tardivement, l'invention de Shakespeare et aussi l'invention de l'époque moderne ? Peut-être qu'il n'y a pas une seule Europe qui est à l'origine du théâtre, mais qu'il y en a ces manifestations successives qui font que le théâtre européen est beaucoup plus varié que le théâtre oriental. Il est beaucoup plus stratifié, en quelque sorte. Le théâtre oriental est un théâtre qu'on a salué. C'est un théâtre qu'on a aimé et respecté au nom de sa pétrification. Au début du XXe siècle, on a fait le procès du théâtre de l'Europe en disant qu'il a eu une mauvaise mémoire. Peut-être, mais cette mauvaise mémoire a permis au théâtre de l'Europe de se refaire, de se recycler. Et cette modification est une modification propre uniquement à cette pratique européenne. Le kabuki est fixé et il reste le même comme une donnée fondamentale de la culture théâtrale japonaise, l'opéra de Pékin, etc. Par contre, le théâtre de l'Europe est fondé sur cette sur cette permanent remodelage, ce permanent recyclage. Donc, une première question qu'on pourrait poser, est-ce que vous êtes séduit par le pouvoir des mots, la puissance des mots? Marcel est un des plus grands
admirateur et maître de l'alexandrin français. Wajdi est un poète de la langue, pratique un théâtre de la langue. Et justement, je pense que on pourrait partir de là. Pourquoi l'Europe a créé un théâtre où le moyen principal, c'est la parole incarnée. C'est la poésie des mots, la langue exaltée aussi bien par Sophocle, Shakespeare ou Racine. Je dois dire, je me disais, mais enfin, c'était intéressant parce que franchement, je voyais pas que j'avais une pensée de l'Europe. Enfin, c'était assez compliqué de réfléchir à cette question. Et puis finalement, je suis tombé tout à fait, enfin vraiment quand même poussé par l'approche de notre entretien. Effectivement, j'ai dû me rappeler que quand j'étais petit, l'Europe n'était pas inventée. Mon père avait été prisonnier de guerre en Prusse orientale. Mon grand-père avait fait la guerre de 14-18. Il se souvenait de la guerre de 70. Et donc, si vous voulez, l'environnement autour de cette petite ville dans laquelle j'habitais, c'était plutôt, comment dire, il y avait une sorte d'ennemi, c'était l'Allemagne. Et ma sœur, qui est un petit peu plus jeune que moi, avait un correspondant allemand. Et alors, ça avait été vraiment une grosse difficulté familiale, mais notamment pour mon père, de recevoir ce correspondant allemand à la maison. C'était toute une chose de réconciliation. Et ça m'a amené à réfléchir effectivement. Moi, j'ai fait des études, donc l'allemand, c'était la première langue. Donc, j'ai fait de l'allemand et j'apprenais le vocabulaire le matin et le soir. Et le lendemain matin, je ne m'en souvenais plus. Mais c'était horrible. Parce que, donc, ça ne rentrait pas. L'allemand ne rentrait pas. Mais, je dois dire qu'en classe de 4e, le poème de Goethe, Le Roi des Aulnes, oui, qui était dans notre cahier d'allemand, m'avait totalement subjugué. Vraiment, j'étais passé outre, là, j'étais passé outre cette difficulté familiale. Et je dois dire aussi que en classe de seconde, il y avait dans le livre d'allemand un morceau de pièce de théâtre, ce qui était assez rare dans les livres de littérature, un morceau de pièce de théâtre, et la pièce de théâtre, c'était Devant la porte. Et Devant la porte, c'est l'histoire d'un soldat allemand, oui, qui rentre chez lui, et il est devant la porte. Il va de porte en porte, et personne ne lui ouvre sa porte. Et là, j'avais déjà, en seconde, on est quand même déjà un petit peu plus grand. Là, j'avais découvert que de l'autre côté, il y avait eu des soldats aussi, qu'on était devant la porte. Et donc, alors ça n'a peut-être pas de rapport, mais moi, en tout cas, le répertoire, pour confirmer ce que tu dis, que j'ai le plus joué, c'est le répertoire allemand. J'ai joué Büchner. Avec Jean-Marie Vidégier, on avait monté Léonce et Léna. Je pense qu'on a été les premiers à le faire. Et puis ensuite, j'ai joué Lenz avec Patrice Chéreau. J'ai joué Kleist avec Petrica Ionesco. J'ai joué Hölderlin avec Alain Olivier et Goethe sous la direction de Bruno Bayen. C'est le répertoire que j'ai le plus joué. Et j'avoue que j'ai eu un plaisir extrême à jouer ce répertoire, notamment les premiers. Hölderlin, je ne peux pas dire ça, parce que vous savez la complexité du texte d'Empédocle de Hölderlin, mais les trois autres sont des génies absolus. Donc
j'ai je dirais, si j'ai un rapport profond à l'Europe, c'est par ces auteurs-là que j'ai eu la chance de jouer. Mais ce que tu dis, c'est d'ailleurs, ça renvoie au geste fondateur de Villars, qui, après la guerre, ose. On peut s'imaginer ce que tu dis, ton rapport, rapport avec le correspondant de ta sœur, etc. Quand Villars décide de mettre en scène le prince de Hombourg, est vraiment un acte fondateur, en quelque sorte, qui visait à dépasser les fractures de l'Europe. Absolument, et d'ailleurs je peux le confirmer parce que c'était en 1954, hein, oui. Et je faisais un camp avec les scouts en Corse, et quand je suis revenu, c'était déjà loin la Corse, on avait visité l'église orthodoxe de Nice, enfin qui étaient des bâtiments que je n'avais jamais vus. Et quand je suis revenu, il y avait eu là un stage de la jeunesse et des sports, et ils avaient monté dans cette petite ville Goetz von Berlichingen. Dans la même année, il y a eu un mouvement comme ça. C'est intéressant pour nous de penser que quand même, les femmes et les hommes de théâtre peuvent faire quelque chose. Oui. Parce qu'on peut contrer un peu les mouvements généraux. Et là, par exemple, ce que tu dis de Villars, mais de ce stage de la jeunesse et des sports qui avait remporté un succès extraordinaire parce qu'on avait mis des spectateurs sur la rivière et les acteurs jouaient dans les rochers. Donc il y avait eu un bouleversement géophysique et puis un bouleversement, effectivement, un renversement sur les rapports avec l'Allemagne. Oui, d'ailleurs, il y a cette très belle histoire, c'est que Villars va voir Gérard Philipe, qui raconte qu'il n'avait pas rencontré Villars et qu'il se maquillait. Et il voit dans le miroir la tête de Villars qui rentre. Et quand même, c'était encore un jeune acteur. Villars commençait à avoir une notoriété et Villars lui parle, il discute et Villars lui dit je vous propose de faire le prince de Hombourg. Et Gérard Philipe dit d'accord. Et quand Villars sort, sur le pas de la porte, se retourne et il dit « Et le Cid, ça vous va aussi ?» Mais c'était assez intéressant comme génie de Villars de joindre les deux héros, donc le Cid et le prince de Hombourg, et ça a été le geste fondateur en quelque sorte du festival d'Avignon et ensuite du théâtre. Donc voilà, ces relations avec l'histoire et l'histoire nationale, d'un côté c'est extrêmement important, parce qu'au fond, le théâtre, de ce que tu dis, répond parfois à des frictions. Je m'en rends compte en faisant état. Voilà. Ouais. Mais d'une certaine manière, c'est ça l'Europe. Tandis que si le grand théâtre oriental, c'est un théâtre extraordinairement formaliste, extraordinairement maîtrisé sur le plan du langage, mais il n'a aucun rapport. Il n'a aucun rapport avec l'histoire. Les samouraïs sont les mêmes samouraïs. On va voir, réécouter et entendre l'éternelle histoire des samouraïs c'est complet. En principe, c'est coupé. Non, mais ça va. Je suis
Désolé. C'est Isabelle Huppert qui est... Oui, parce qu'elle n'est pas d'accord avec ce qu'on dit. Oui. Elle proteste. Peut-être qu'on peut demander à Wajdi quelle réaction il a justement. Alors, évidemment, le rapport à... J'écouterai Marcel Bozonnet plusieurs heures d'affilée, écouter ces histoires, ça me touche beaucoup parce que c'est des histoires. Mais moi, je viens d'un pays qui est absolument incapable d'entendre le point de vue opposé. Je viens d'un pays qui est absolument incapable de se réconcilier, absolument incapable. Donc, je suis fondé par ça. Je suis fondé par une parole muette. C'est-à-dire les paroles du pays d'où je viens sont des paroles muettes. Elles sont faites pour nourrir la détestation de l'autre. C'est pour ça que j'appelle ça une parole muette. Elle crée du muet. Ce sont des paroles qui nous amènent à éteindre la parole. Et ça me touche énormément. Une des choses qui m'a beaucoup touché un jour dans mes pérégrinations, c'était une tombe dans un cimetière, dans un petit village pas loin de la ville de Barjac. C'était un tout petit cimetière. Et il y avait une tombe d'un type qui s'appelait Blondel. Et les dates de naissance de ce monsieur Blondel étaient 1856, 1950, quelque chose comme ça. Et j'ai réalisé, j'avais jamais fait ce lien, j'ai réalisé que cet homme avait traversé les 3 guerres franco-allemandes. Et sur le coup, je me suis dit, mais Rimbaud, c'est 1856, et Pétain, c'est 1854, 1951. Et d'un coup, j'ai eu une image de 3 garçons, Philippe, Arthur et ce Blondel, Lucien, en train de jouer sur un terrain vague, en jouant aux billes. Tout à coup, les Prussiens arrivent et chacun part dans une direction différente. Et il y en a un qui devient le grand poète de son pays, le second devient le grand héros et le grand traître de son pays, et le troisième devient le grand inconnu de son pays. Mais les 3 étaient assemblés. Et c'est très particulier d'être ému par l'histoire d'un pays qui n'est pas le nôtre, parce qu'il nous renvoie à l'histoire de notre propre pays et à son incapacité. Et puis, quelques années plus tard, j'ai été très touché par le discours quand il y a eu en 2003 ce débat international sur l'invasion en Irak, de voir l'Allemagne et la France opposées à la guerre. Et je me disais peut-être, est-ce qu'on pourrait imaginer un jour voir le Liban, la Syrie, l'Iran et Israël en train de tenir un discours commun pour empêcher une guerre entre des Chinois et des Russes, par exemple. Et ça me paraissait tellement... Alors, ça, c'est l'endroit d'où je viens. Mais l'endroit d'où je viens, c'est celui de la Méditerranée. Donc, je suis chrétien, donc je suis par Saint Paul grec, on va dire. Et la Grèce, bien, pour rejoindre un peu la question de Georges sur la parole, le théâtre de la parole, c'est très important parce que la parole c'est l'ADN de la démocratie. C'est l'ADN. À un moment donné, on ne sait pas exactement pourquoi, ils se sont dit « Non mais attends, c'est pas possible, il faut quand même leur permettre de parler, parce que si à la maison il y a un despote, c'est le nom pour dire papa, père, qui dit « Bon, sois les dents, va te coucher, etc. etc. » Puis s'ils sortent de la maison pour tomber sur un autre despote qui leur dit « Comme ci, comme ci, comme ci, comme ça », on va être malheureux tout le temps. Donc inventons autre chose, inventons un espace où, une fois sortis de la maison, on a la possibilité de parler. Arrive l'agora, donc le marché, place du marché, pour traiter ensemble de choses et d'autres. Et là, il y a une règle. La règle est simple, elle dit bien, il y a un sujet collectif, quel que soit le citoyen peut prendre la parole et il parlera sans craindre d'être interrompu. Personne parle, sans crainte d'être interrompu. Une fois qu'elle a terminé... Quelqu'un d'autre prend la parole à son tour pour proposer... Alors la condition, c'est de proposer autre chose que ce qui vient d'être dit. Et là, pareil, la personne qui parle peut parler sans craindre d'être interrompue.
Et puis, au bout de 3-4 personnes, on a un peu le sentiment d'avoir fait le tour. Donc, tous ceux qui n'ont pas parlé disent « Moi qui n'ai pas parlé, si j'avais à dire quelque chose, je dirais ce que lui a dit. Donc, ma voix, la voix que j'aurais utilisée, je la mets là. » Et puis, ils se sont rendus compte qu'ils étaient incapables d'arriver à une unanimité. Donc, ils prennent la majorité et disent « Bon, on va suivre l'idée de celui-là pendant un certain temps, mais pas de manière infinie, pendant quelques temps pour être sûr que ça marche. » Et ceux qui pouvaient participer à cette agora, c'était les habitants de l'arrondissement d'Athènes. Et arrondissement en grec, c'était le dème. Donc c'était la loi de ceux qui habitaient dans les dèmes. Donc la démocratie c'est l'étymologie de ce mot, les habitants des dèmes, qui pouvaient parler. Et là, une chose apparaît, c'est que par la parole, par le fait de pouvoir parler, on était capable de vivre ensemble. Et très vite, vous voyez, encore aujourd'hui, quand en répétition, quelqu'un coupe quelqu'un d'autre avant qu'il ait fini sa réplique, l'autre lui dit « Tu m'as coupé hier. » Eh bien, cette idée de parler sans crainte d'être interrompu crée d'une certaine façon la structure des textes. Sauf qu'au lieu d'être dans une agora, on est dans le lieu mythique pour raconter les histoires, pour pouvoir regarder. Et la démocratie, pour moi, elle a quelque chose de vraiment très important, c'est qu'elle, par la parole, c'est qu'elle rappelle une chose, c'est qu'on n'est pas propriétaire, on est locataire. On arrive au pouvoir, mais c'est pas pour tout le temps. On est, contrairement au droit du sang, on est roi toute sa vie, on est propriétaire du pouvoir. La démocratie dit on est locataire. Et j'aime beaucoup cette idée de locataire parce que comme auteur, pas seulement comme auteur, une des choses vraiment très fortes, c'est que je me suis toujours dit ne pense jamais que tu es propriétaire de quoi que ce soit, ni de l'écriture, ni de la mise en scène. Sois pas propriétaire, ne vis pas comme un propriétaire, vis comme un locataire, peut-être à cause de cet exil qui a été mon lot, on va dire. Mais cette idée-là d'être locataire, elle est très importante parce que, là je rejoins un peu ce qui a été dit et par Marcel et par Georges sur Le Prince de Hambourg et sur le correspondant allemand. La première pièce, le premier texte de l'histoire du théâtre en Europe, c'est les Perses de Eschyle. Et les Perses, c'est l'ennemi. C'est-à-dire qu'il faut imaginer ce que c'est, il faut vraiment imaginer. On vient de vivre une guerre qui a failli nous faire disparaître par l'invasion des Perses. Il a fallu se battre contre les Perses. On s'est battu contre les Perses. Ils nous ont terrorisés. On les a haïs. On les a détestés. Des soldats sont morts. Des guerriers sont morts. Mais finalement, on finit par gagner. Et on va au théâtre. Et quel est le titre? C'est les Perses. Et qu'est-ce que ça raconte? La douleur de l'ennemi. Et on pleure. Un peu comme pleurer la mort de Hector dans l'Iliade et l'Odyssée. Cette idée, elle est fondamentale, c'est-à-dire même avant Eschyle, l'invention de Homère, qui est de faire en sorte qu'à la mort de Hector, qui est quand même celui qui tue les Grecs, on pleure, qu'aux Perses, on pleure dans un amphithéâtre rempli de Grecs, et que quelques décennies plus tard, pas longtemps après, dans une pièce qui s'appelle Oedipe à Colonne, qui est montée de manière un peu posthume dans la vie de Sophocle, il y a Oedipe qui est le zombie, le zombie, celui qui est détesté par tous parce qu'il a tué son père, il a couché avec sa mère et en plus il s'est crevé les yeux, c'est-à-dire le pire du pire, l'infection absolue. C'est vraiment c'est le pédophile absolu, quoi. C'est celui qu'on hait le plus collectivement, celui qu'on pointe du doigt. Arrive en bordure d'Athènes et demande l'hospitalité. Il est rejeté partout, il est rejeté de partout, il n'a pas le droit d'entrer nulle part, tout le monde lui crache dessus, c'est vraiment le rebut. Et il arrive à Athènes, enfin en bordure d'Athènes, en banlieue, dans un lieu qui s'appelle Colonne, et il est accueilli par Thésée, et il demande l'hospitalité. Et Thésée dit, non seulement je t'accueille, mais qui que ce soit, vous lirez, je ne la connais pas par cœur, mais c'est la première réplique de Thésée, qui que ce soit qui viendra pour te toucher, te blesser, te sortir de là, je mettrai ma maison à feu et à sang pour te défendre, car je te fais la promesse
de te protéger puisque je t'accueille. Et cette Europe de l'accueil, cette Europe de la promesse, c'est aussi cette Europe qui, on va dire, parce que quand même ça a été une sacrée question après les camps de concentration, après la découverte de ce que l'Europe peut faire à l'Europe, c'est-à-dire brûler de la manière la plus ahurissante 6 millions de Juifs. La question de qu'est-ce qu'on fait maintenant, à partir de quoi on fait. Là, je pense un peu à certains écrits j'ai un blanc, de cette philosophe allemande, Hannah Arendt, merci. Certains écrits de Hannah Arendt sur comment on continue, et ça rejoint un peu sur cette idée de propriété. Elle dit jusqu'à maintenant, nous avons beaucoup vécu dans l'héritage du sang. C'est-à-dire l'Europe s'est construite dans l'héritage du sang. Un roi donne le pouvoir à un roi, qui donne le pouvoir à un roi. Donc l'histoire des familles, le sang. Eh bien, ce sang nous conduit à cette barbarie. Maintenant que cette barbarie est face à nous, on est face à elle, nous devons mettre en place une nouvelle manière qui n'est plus celle du sang, mais celle des promesses que l'on peut faire les uns aux autres. C'est-à-dire, au fond, qu'est-ce qui fait que je vais te protéger ? Ce n'est pas parce que tu es mon fils ou ma fille, c'est pas par le sang, c'est pas par la raison du sang, mais ce qui va faire que je vais te protéger, c'est par l'amitié, le fait que tout nous sépare, mais je vais quand même, par cette promesse-là, remplacer le sang par la notion de la promesse. Et je crois que c'est tout ce mouvement-là qui fait que la parole au théâtre ne peut pas se cristalliser dans une forme comme dans le théâtre oriental, parce que depuis le début, elle est donnée à l'ennemi. Elle est donnée à celui qui nous a attaqués. Elle est celle qui témoigne, qui parle pour celui que l'on déteste. Et pour moi, cette idée-là, elle est fondamentale dans l'Europe. C'est-à-dire que l'Europe, c'est ça. Pour moi, l'Europe, c'est cet accueil, c'est cet intérêt à l'ennemi. Et je crois que c'est tout à fait... premier réflexe de Villars, c'est de monter Le Prince de Hambourg. Premier réflexe d'une génération qui est celle de l'après-guerre, c'est d'apprendre l'allemand. L'ennemi. Oui, et il y a cette notion fondamentale de l'amitié, et ça me donne envie aussi peut-être de questionner Marcel sur les rapports théâtre politique, théâtre engagement, autour de ce que le monde du théâtre a fait au moment de Sarajevo et de la guerre d'ex-Yougoslavie. Finalement, là, le théâtre, le monde du théâtre, un certain nombre d'artistes, dont toi, mais Olivier Py et d'autres, ont pensé qu'il y avait une mobilisation à avoir pour se battre sur une certaine idée de l'Europe, dans le fond, à travers cet engagement-là. Donc il y a aussi une autre manière de vivre l'amitié européenne à travers ce type d'engagement, non ? Marcel, est-ce que ça te fait rebondir ? Peut-être on peut dire en 2 mots, là, parce que il y a eu cet épisode auquel fait référence Joël, c'est que Milosevic est mort. Milosevic a engagé la guerre des Balkans au nom de la Grande Serbie, et au moment de la mort de Milosevic, il y a eu ce geste un peu particulier de Handke d'aller rendre hommage à Milosevic, et Marcel a pris la position que moi aussi personnellement j'ai défendue, de suspendre un projet de mise en scène avec un texte de Handke envisagé par Bruno Bayen. Donc c'était une sorte de prise de position liée au théâtre, mais liée aussi à la politique. Et finalement, on a découvert que
les gens de théâtre, en France aussi, se sont divisés. Moi, j'ai écrit, je me souviens maintenant, un article dans Libération dont je suis même aujourd'hui content. Il y a eu un certain nombre de signatures qui se sont joints à nous, mais il y en a d'autres qui ont fait corps commun avec Bruno Baillen qui défendrait le droit à l'autonomie d'un projet. Voilà, donc... ça, c'est vraiment une toute autre... Enfin, comment oui, dire, c'est deux... D'incruster une affaire... Enfin, une affaire... C'est compliqué. C'est compliqué. Je ne voudrais pas que ça nous détourne de la conversation. Parce que dans ce que tu disais, ce qui est très... C'est vrai, ce qui est très beau, c'est cette idée que le théâtre produit un renversement. Non, c'est ça. Ça produit un renversement. Et c'est très juste de le mettre au cœur du théâtre. Je ne sais pas si on peut... Alors, pour aller très vite, il se trouve que j'ai eu la chance, étant directeur du conservatoire, de voir arriver dans mon bureau un jeune cinéaste qui arrivait de Sarajevo. C'était une époque où on ne comprenait pas très bien quelle était la situation. Il m'a déplié la carte des Jeux Olympiques de Sarajevo. C'était donc comme Grenoble. On vous met la carte de Grenoble. Vous voyez bien que Grenoble est une ville comme ça. Autour, il y a des montagnes. On vous dit, les batteries de Milosevic sont là, à 4 km. Elles tirent sur la ville. Donc vous comprenez parfaitement la situation. C'est une ville assiégée. Ça a été compris par beaucoup. Ça a été un mouvement. Et d'ailleurs, on peut le comparer parce que... je vais dire ce qui se passe maintenant depuis très longtemps en Syrie. Nous avons cru un certain nombre que quelque chose allait se produire de ce côté-là. De ce côté-là, mais ça n'a produit, ça serait intéressant à interpréter, ça n'a strictement rien produit. On a fait une petite agitation, mais la situation en Syrie, toi tu peux en témoigner beaucoup mieux que moi, doit être atroce. Il se trouve que je connais bien la Syrie, mais j'ai monté un texte arabo-musulman, donc je connais bien la Syrie. Je ne peux pas m'empêcher de penser à Sarajevo sans penser que je ne fais rien, je ne me lève jamais le matin en me disant mais quand même. Là, ce qui s'est passé avec Sarajevo, c'est que tout le monde s'est levé dans le milieu du théâtre, mais de façon incroyable, en disant ça non. Donc voilà, donc j'ai eu la chance d'aller à Sarajevo, effectivement, par une organisation humanitaire où j'ai passé 10 jours, et j'ai bien vu que que c'était une guerre et que la situation était exactement celle qui m'avait été décrite, puisque tombaient sur la ville des obus agrémentés de tirs de sniper, et que le seul endroit où on se disait qu'on pouvait être tranquille, c'était le marché, et le marché, on a envoyé une bombe dessus, ça a fait 72 morts. Donc, voilà. Alors, je ne vois pas quel est le... Je ne vois pas... Alors après, ça a donné lieu à une polémique, parce que Baillen devait monter une pièce de Hanke. Bon, moi, j'ai vu Bruno Baillen, je venais d'apprendre qu'Hanke était allé aux obsèques de Milosevic. Il n'était pas tout seul dans l'avion, parce que lui, il allait aux obsèques de Milosevic, mais il y avait une écrivaine serbe qui allait, elle, danser avec le peuple, parce que le peuple a dansé quand Milosevic est mort. Donc j'ai dit à Bruno Baillen, écoute, je crois que je ne vais pas pouvoir écrire à Hanke pour lui dire, cher ami, cher maître, venez donc dans notre théâtre. Je ne pourrai pas. Et il s'est révélé que je n'ai pas pu faire cette lettre. Alors ça a fait pour dire, donnez-moi les droits, parce que tant qu'un auteur n'a pas donné les droits, le directeur du théâtre, il peut faire ce qu'il veut. Enfin, je ne lui ai pas demandé les droits, je ne lui ai pas écrit pour demander les droits. Au lieu de transmettre cette information qui était très importante en disant « laissez M. Bauzonnet faire ce qu'il veut », il n'a même pas écrit à l'auteur pour demander les droits. Donc, quand même... Donc non, on a fait comme si tout ça
était un débat d'un imbécile, moi en l'occurrence, qui n'avait pas compris ce que c'était que la grandeur de l'auteur. Et donc, je me suis trouvé dans le rôle de l'imbécile, ce qui était tout à fait des arguments, d'ailleurs, parce que Milosevic avait des proches aussi, parce que il y avait la gauche française croyait bien faire en accusant un directeur de la Comédie Française d'être un fonctionnaire inéclairé. mais voilà. Donc, qu'est-ce que ça a comme rapport avec l'Europe? C'est que effectivement, c'était quand même une guerre au cœur de l'Europe, quand même. C'est ça, quoi. C'est ça qu'on a connu, et c'est vrai que, enfin, j'ai du mal à en être fier, parce que, enfin, on ne peut pas être, parce que ces camarades ont été admirables, hein, ils ont fait la grève de la faim pendant longtemps, pendant plus de 30 ou 40 jours. C'est finalement Chirac qui a décidé, enfin l'OTAN a décidé de faire le tour en avion des batteries que je vous ai décrites. Vous prenez 10 avions de l'OTAN et dans la matinée, c'était terminé. C'est quand même dingue. Ce geste militaire, fallait le faire. Il l'a fait. Mais c'est impossible d'être content comment dire, du mouvement qu'on a eu. Alors je dis nous, parce que disons que c'est le milieu du théâtre, les artistes, enfin les gens de théâtre, il y a eu un mouvement mais considérable. Parce que moi je suis allé là-bas, mais j'ai demandé aux troupes qui jouaient, parce que les troupes jouaient. Alors les gens traversaient Sarajevo pour aller chercher leurs billets et revenaient le lendemain. Il faisait très froid, il y avait 4 troupes qui jouaient. Suzanne Sontag mettait en scène En attendant Godot, on jouait Paris, Texas, au cinéma. C'était... Alors là, la place de la culture, elle est immense dans ces moments-là. Les gens étaient prêts à mourir pour aller au théâtre. Parce que c'était quand même ça, traverser Sarajevo. Et alors, tout ça était vraiment... comment dire, réconfortant. Ce qu'il est moins, c'est justement cette apathie dans laquelle nous sommes vis-à-vis de la situation en Syrie, moi je trouve. Peut-être pour revenir à cette histoire du théâtre et de l'Europe, Wajdi parlait aussi, le théâtre est aussi produit un effet communautaire. Le théâtre est tel qu'on le connaît dans sa version européenne d'origine, c'est la fameuse histoire du cœur, qui est l'essence même de la tragédie grecque. Ensuite, le cœur disparaît progressivement, mais l'esprit du cœur persiste. Et on le retrouve dans tes textes. Il n'y a pas le cœur tel quel. Et on le trouve dans les mises en scène de Sophocle, des Grecs, mais il y a aussi dans les textes comme Tous des oiseaux, etc. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui définit la posture du théâtre européen? L'idée qu'on a d'un côté les protagonistes et de l'autre côté cette caisse de résonance qu'est le cœur. Oui, alors je crois qu'en effet, la première fois où, en écrivant un spectacle, j'ai confronté la question du cœur d'une manière tout à fait comme une surprise, c'est-à-dire elle m'est arrivée. Et avec une sorte de sentiment d'interdiction. C'est-à-dire, je me suis dit, mais c'est pas possible, je peux pas mettre 15 personnes qui entrent, qui parlent, je vais foutre en l'air la pièce, ça marche plus. Et cette pièce, c'était Incendie. C'est en écrivant Incendie, j'avais envie à un moment donné de faire entendre une voix, mais ce qui me venait,
c'était vraiment marrant comment le théâtre parfois. C'est pour ça que j'insiste beaucoup sur le fait qu'on n'est pas propriétaire, quoi. C'est vraiment la pièce. Elle te dit, elle indique, elle guide, J'avais envie. Enfin, ce qui me venait, c'était une langue super quotidienne. Je me disais, mais qui parle là? Qui parle? J'avais mes personnages tragiques, tu vois, les deux jumeaux, la mère, tout ça a été très tragique et tout. Et puis, la voix qui venait les guider d'une certaine manière, parce que j'aime beaucoup le chœur dans ce qu'il a par exemple, dans Antigone, le chœur qui dit ouais, on te comprend, Créon, c'est vrai, ah oui, on est tout à fait d'accord avec toi, oui. Mais sois prudent, parce que tu sais pas ce qui peut arriver demain. Enfin, j'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup. Et puis, j'aime beaucoup je les imagine, le chœur, les 15 faire « Oh non, mais c'est pas vrai, non, mais là, non, c'est pas vrai, il va pas faire ça. Attends, là, il a maudit son fils, là. Là, il a fait ça. » Je trouve ça tellement proche de nous, mais je pouvais pas l'écrire, je pouvais pas faire ça parce que quelque chose semblait dans la forme plus possible peut-être parce que, je sais pas, justement, les derniers chœurs qu'on avait vus, auxquels on avait assisté, avaient été absolument catastrophiques. C'était les chœurs des grandes messes nazies, quoi. Enfin, où tu avais un protagoniste qui parlait d'une manière tellement convaincante et tellement émotive, avec toute une foule qui disait d'un seul geste qu'on est d'accord. Et ce chœur-là faisait en sorte qu'après, on ne pouvait plus se permettre... c'est pas qu'on ne pouvait plus se permettre, le théâtre a été un endroit qui a déconstruit tout ça. Donc quand on est auteur en 2002 et qu'on écrit, on est traversé, même si on les a pas conscientisés, on est traversé par cette écriture-là, mais il y a un cœur. On sent qu'au bout du crayon, là, on a envie de marquer entre les 15 quereutes, mais on peut pas le faire, donc on écrit. Et là, c'est là où est apparu le personnage du notaire. Le personnage du notaire dans Incendie, qui arrive et qui dit « Ouais, non, mais entrez, vous n'allez pas rester dans le couloir, entrez. » En même temps, je comprends, si j'étais vous, moi, je ne rentrerais pas, mais bon, il faut bien rentrer. Alors les jumeaux rentrent, il dit « je vais vous lire le testament de votre maman, elle est morte, mais bon, voilà, elle dit ça. » Et là, les deux enfants grimpent au plafond et le notaire dit « Non, mais oui, mais je comprends, vous avez raison, mais quand même, cette femme, quand même, votre mère, elle a vécu, puis bon, là, elle est morte, faut peut-être écouter ça. » Et je me suis rendu compte que ce cœur-là, eh bien, c'était ce notaire qui était un banlieusard, qui était très préoccupé par sa pelouse, mais qui avait qu'il faut arroser parce qu'il fait très très chaud, puis elle est en train de jaunir, et qui va accompagner les jumeaux dans leur quête, les guider, et sans qui rien ne peut arriver. Et je m'étais dit, en fait, si sur Échille, le chef le Quereute, voilà, le coryphée dans Échille est le gardien de la loi des dieux. Il est sévère. Quand vous lisez Agamemnon, le coryphée, il plaisante pas. C'est très, très... Bon, c'est la loi. Dans Sophocle, le coryphée, il fait oui, non, mais vous avez raison, les dieux, ils n'ont pas trop tendance à agir pour venir punir les méchants. On peut douter des dieux, mais quand même... La justice des dieux, quand même, elle a du sens. Un corps, c'est bien de l'enterrer, quoi. Bon. Mais quand arrive Euripide, le coryphée dit « Non, mais attends, moi, si j'étais toi, les cœurs, les dieux... » En tout cas, s'ils existent, ce serait bien de s'en débarrasser. Et puis, Shakespeare, et puis Tchekhov, et puis Beckett, où le coryphée n'est qu'un arbre, ou un type qui arrive, qui articule à peu près pas grand-chose... Et puis, on arrive, les auteurs d'aujourd'hui, c'est qui le coryphée ? Je me suis dit, c'est pas mal, c'est un banlieusard qui arrose sa pelouse, qui est super gentil, et pour moi, ça s'est vraiment inscrit dans cette mélancolie du cœur. Je ne peux plus y avoir accès comme avant, mais on a comme si des cendres, comme si l'alphabet avait brûlé.
dans les fours crématoires, et qu'on n'avait retrouvé que les cendres de l'alphabet, et que de ces cendres, il a fallu reconstruire des lettres de carton, des lettres de cendres, et qu'il a fallu réécrire des choses, re-raconter des histoires, redire, et qu'on est condamné à ce fameux re. On peut plus être, on est dans le re, en tout cas avant un certain temps. Donc c'est un peu comme ça mais c'est comme ça que je me relie au grec continuellement. C'est-à-dire, moi personnellement, je ne me vois pas en rupture. Je me dis pas, je vois pas ça comme une rupture. Je vois comme presque de la métempsychose, une seconde vie, la réminiscence de la vie d'avant. Le chœur, c'est aussi une dimension vocale, souvent. À la Comédie Française, notamment dans le projet qu'il y avait eu, alors là aussi un projet qui n'a pas abouti, d'Édipe Proy avec Benoît Besson. Il y avait, je me souviens que tu étais très attentif au travail que faisaient les acteurs pour un chœur parfaitement réglé vocalement. Et là aussi, on avait une sorte d'image de la communauté au diapason. Alors, c'est une résonance différente du notaire qui est devenu, mais quand même, dans l'art de l'acteur, il y a la recherche d'une convergence vocale parfois dans le chœur. Ça me semble aussi important dans ton parcours, Marcel, la dimension de la voix, et puis notamment dans cette dimension chorale, dans la formation des acteurs aussi au conservatoire. C'est vrai que c'est-à-dire, c'est quand même le même dispositif dans lequel on est à l'Odéon. Là, on est à l'Odéon, très bien. Mais on a joué, il se trouve qu'on a joué la Cerisay aussi dans l'amphithéâtre gréco-romain de Pompéi. Très bien. On se dit, a priori, ça va pas être évident. Et puis, finalement, ça va pas si mal que ça, parce qu'il y a donc la scène, l'orchestre, et puis les gradins. Et j'étais dans les gradins, et tout d'un coup, j'étais droit, quoi. Et je vois que les gradins, ils étaient exactement à cette hauteur-là. Ils étaient très loin. C'est des gradins qui peuvent contenir 3-4 000 personnes. Mais si je bougeais ma tête comme ça, pour dépasser les gradins, il fallait que j'incline. C'était une exactitude. Tu vois, c'était une exactitude. Et donc, cette exactitude-là, c'était la même. Ouais. On était les mêmes. Et il m'est arrivé les mêmes que les acteurs. Et souvent, justement, on est à l'Odéon. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on fait là? Parce que c'est quand même absolument magnifique, l'Odéon. Il y a les girandoles, tout ça. Tout le monde est là, assemblé. Je me dis, mais qu'est-ce qu'on va faire, non? C'est impressionnant. Et justement, Isabelle Huppert, on lui posait la question de savoir, mais elle dit, vous jouez avec le public? Elle avait marqué un temps d'hésitation, et elle disait quelque chose. Non, on joue pas avec le public. Il est dans notre tête, on est dans la tête du public. C'est vrai qu'on fait semblant de faire comme ci, comme ça, comme si on jouait avec le public. Mais quand même, notre corps, notre tête, et la façon dont on va parler, on parle à un cerveau, à une conscience. Et ça, effectivement, ça n'a pas bougé. Oui, ça n'a pas bougé. Non ? C'est vrai qu'on se sait regarder. Oui. Et ça suffit, comme si ce savoir regarder, d'ailleurs, le théâtre, c'est l'endroit d'où l'on regarde. Et c'est vrai que c'est comme lorsqu'on écrit, on sait que ça sera lu, mais ça suffit. Ouais. Et donc il n'y a plus à
à jouer avec le lecteur. Ou, même Italo Calvino qui écrit dans Si par une nuit d'hiver un voyageur, où il dit tout de suite, voilà, tu es rentré dans la librairie, tu as tourné à droite et à gauche, et puis là tu es tombé sur Si c'est par une nuit d'hiver un voyageur de Italo Calvino, tu te dis, oh pourquoi pas, tu l'as pris, etc. Il fait toute la description de ce qu'on a fait vraiment avant d'acheter le livre. Même là, on sent que ce n'est pas vraiment, qu'il écrit en sachant qu'il va être lu. Et ça, c'est très très beau, cette idée de savoir qu'on est regardé, mais qu'on n'a pas besoin de jouer avec concrètement. Moi, pour revenir à Sarajevo et peut-être à Shakespeare ou à des Grecs, c'est que moi, je suis allé à Sarajevo et il y a eu une visite qui a été organisée par le commandant de la résistance à Sarajevo, qui était un homme qui avait fait ses études à Paris, qui parlait un français impeccable, qui avait 1m80, tout ça. Et on a parlé ensemble, et comme il a trouvé en moi un client tout à fait privilégié, on est resté ensemble. On a parlé, il m'a montré à Sarajevo où vous voyez du côté du marché partout des endroits où il y a une sorte de pierre marquée du rouge, et ce sont les endroits où il y a eu les morts de Sarajevo. Et il m'a dit, Monsieur Banu, vous savez, je ne suis pas de Sarajevo, moi je suis serbe. Je suis serbe et j'ai lutté contre les Serbes. Et à ce moment-là, pour moi, ça a été un choc parce que je découvrais le personnage shakespearien Coriolan qui, vous savez, Coriolan lutte contre les Romains en se situant du côté de Volsque. Et je me suis dit, voilà, l'histoire fait que le théâtre shakespearien est tellement fort que te permet parfois de faire la jonction entre un contexte très particulier, Sarajevo, et un contexte parabolique du personnage. Et je me souviens même maintenant que quand on s'est quitté, il m'a dit, il a 20 cm de plus que moi, il m'a dit, allez, je vous quitte, je m'en vais. Mais n'oubliez pas que d'ici à 60 km, je suis condamné à mort. Parce qu'il était à Sarajevo. Mais Belgrade, c'était à 60 km. Ouais. Et tout d'un coup, je me suis dit, c'est intéressant de voir comment le théâtre, parfois, donne une dimension particulière. Son cas était un cas pathétique, mais en même temps, il parvenait à avoir une valeur emblématique à cause de Shakespeare. Et donc, la question que je voulais vous poser, quels sont vos rapports avec Shakespeare? Toi, Wajdi, tu n'inventes pas Shakespeare. Alors, j'ai monté Macbeth. C'est la première chose que j'ai fait dans ma vie de théâtre, ça a été de monter Macbeth. Parce que ce qui me passionnait, c'était le fait que toutes les scènes étaient écrites de nuit. Toutes les scènes sont de nuit. Dans Macbeth, tout le temps de nuit. Donc j'ai monté ça la nuit. J'ai joué ça de 2h à 6h du matin dans un parking à Montréal. Et ça a été... Mais le vrai choc que j'ai eu avec Shakespeare est venu d'une autre manière. Est venu à l'école de théâtre en première année. Un jour, je vois une petite feuille. Yann Cott, conférence Shakespeare. Et moi, Yann Cott, c'était la collection Marabout, Shakespeare, notre contemporain, tu vois. Donc, et je me dis, je vais y aller. Et nous avons été 7 dans la salle. On était 7. Et j'étais le plus jeune des 7, j'avais 18 ans. Et les autres, c'était des universitaires, des gens qui étaient venus pour... Et il était déjà assez âgé. Et donc, il a parlé de Shakespeare, etc. Bon. Et après, j'avais été le voir... Je me souviens, c'était à l'école de théâtre, c'était un corridor sombre, il était tout seul, il s'en allait, personne ne le raccompagnait. Donc j'ai été le voir, je lui ai demandé, je dis Monsieur Cott, voilà, moi j'ai jamais lu Shakespeare, qu'est-ce que je devrais commencer par lire?
Et il me dit, ah, vous avez jamais lu. Il dit, quel âge avez-vous? Je dis, j'ai 19 ans. Il dit, alors lisez Hamlet. Il dit, mais lisez pas Hamlet parce que c'est Hamlet. Il disait, lisez Hamlet parce que c'est la pièce quand même qui raconte l'histoire de 4 gens de votre âge qui doivent passer leur temps à réparer les conneries de leurs parents. Hamlet doit réparer le truc de son père, Laërte, les bêtises de son père, Fortinbras, pareil, Ophélie avec son... Il disait, les jeunes sont écrasés par les générations de leurs parents. Lisez ça, et lisez là en disant qu'ils ont votre âge. Et quand j'ai lu ça, ça m'a donné envie d'écrire J'ai écrit Willy Protagoras enfermé dans les toilettes, qui est ma première pièce, qui raconte l'histoire de 4 jeunes qui vont tous mourir, écrasés par la bêtise de leurs parents. Et donc, pour moi, Shakespeare m'a fait écrire. Mais grâce à quelqu'un comme toi, tu vois. C'est-à-dire quelqu'un qui a lu le théâtre, qui a aimé le théâtre, qui a vu du théâtre, et qui par simplement une phrase adressée à quelqu'un, a ouvert une fenêtre, tu vois. Donc ça a été pour moi... Après, bon, il y a eu un travail avec Krzysztof Warlikowski qui m'a demandé d'écrire des monologues pour... Il m'a dit, voilà, dans Othello, Desdémone ne parle pas, peux-tu lui écrire un monologue? Donc j'ai écrit un monologue pour Krzysztof Warlikowski dans Conte africain. Donc oui. Voilà, et puis un pour Cordelia. Et je lui ai écrit un monologue pour Cordelia au chevet de son père. Et ça a été une écriture vraiment d'autant plus marquante et importante pour moi qu'elle était écrite pour un metteur en scène. C'est très très rare pour moi d'écrire pour un metteur en scène. C'était un truc. On dit que les metteurs en scène passent leur temps à chercher leur Koltès ou leur Tchekhov, mais il y a des auteurs qui passent leur temps à chercher leur metteur en scène aussi. et d'avoir trouvé Christophe, pour qui j'ai pu écrire, écrire pour Christophe, c'était écrire pour le rendre heureux, Puis j'aime bien parce que parfois il m'appelle, il me dit ouais, je suis en train de monter une pièce, il me manque 2 répliques, tu peux me les écrire? Ok, donc je lui écris, je lui envoie. Et ça aussi c'est l'Europe, parce que quand même Christophe, c'est quand même quelqu'un qui a. Enfin, tu le connais mieux que moi. Moi, à propos de Yann Kott, moi j'ai connu très bien Yann Kott, on a été vraiment amis. Et je me souviens d'une phrase assez belle. Il m'a dit, Georges, tu vois ce livre, Shakespeare, notre contemporain, c'est le livre qui a sculpté ma vie. Et je trouve assez beau parce qu'au fond, il était l'homme d'un seul livre. Mais il dit, ce livre a sculpté ma vie. Et finalement, on comprend aussi que ce livre a sculpté aussi notre relation à Shakespeare, aussi bien pour Brooke que pour Strehler aussi. Donc, c'est des livres essentiels qui font du théâtre une expérience non seulement artistique. Marcel, à propos de la parole, donc tu as joué le fameux Antiochus dans le spectacle de Gruber, et c'était la découverte pour nous tous d'une autre manière de dire l'alexandrin. Donc c'est une manière d'accompagner l'alexandrin d'une sorte de réserve, d'affection. Oui, alors c'est intéressant parce que c'était justement Gruber qui a fait des mises en scène, qui a fait notamment, qui connaît très bien le théâtre grec, qu'il a monté plusieurs fois. Notamment les Bacchantes. Tu as fait une mise en scène incroyable des Bacchantes. Et alors, je ne sais pas... Donc là, c'est vrai, quand vous m'avez demandé, je me dis que Gruber était aussi un grand Européen, parce qu'il a été italien aux côtés de Strehler, il a été allemand, mais... Français. Mais alors, le grand Européen que j'ai connu, moi, c'est Beno Besson. Beno Besson,
Un jour, je déjeunais avec Benoît Besson jusqu'à 4 heures de l'après-midi. La revue d'histoire du théâtre lui a consacré un ouvrage, mais ce jour-là, il était avec son assistante. Et là, j'ai eu les mémoires d'un Européen, parce qu'il était suisse, il a travaillé bien sûr au Berliner, il travaillait en Italie, il connaissait même les pays de l'Europe du Nord. Je n'ai jamais entendu quelqu'un avoir autant pérégriné en Europe. C'était Benoît Besson. Mais bon, je dis ça, je dis ça pour qu'on s'en souvienne. Mais c'est vrai que Gruber, c'était très étonnant. Lui, c'était donc une langue étrangère. Qui voulait entendre un peu comme il la lisait. Donc on jouait l'alexandrin sans le déclamer. Et donc c'était une révolution à l'intérieur de la comédie française, jouer l'alexandrin en le disant. Et ça a produit un effet de scandale inimaginable, parce qu'il y avait des gens qui étaient assis l'un à côté de l'autre, il y en avait un qui entendait tout et l'autre qui n'entendait rien. Et à la Générale même, on a dû baisser le rideau à la fin du premier acte, parce que les gens protestaient, et je pense même qu'il s'est fait traiter de salboche. C'était, enfin, maintenant ça fait 30 ans. Mais je ne sais pas quoi dire de plus. Je ne sais pas. Il y avait la fameuse phrase que tu cites, oui. quand il dit ayez le cœur chaud et la bouche froide. Alors voilà, c'est ça. Alors il avait c'est ce que disait André Wims, qui a travaillé sous sa direction. Il avait des formules poétiques, hölderliniennes. Il ne disait rien. Il disait chut, il voulait le silence absolu, et puis c'était toujours plus bas, enfin chut, chut. Alors on était là, arrêtons un moment, chut, plus bas que arrêtons un moment, chut. Et puis après, mon personnage Antiochus, il disait je me suis tu 5 ans. Et il le prenait littéralement. Alors il me disait toujours, ça fait 5 ans qu'il n'a pas parlé. Donc il fallait que je parle comme quelqu'un qui n'avait pas parlé pendant 5 ans. C'était un faux sens, mais très éclairant. Bon oui, c'est une histoire européenne, c'est absolument magnifique, évidemment, d'être dirigé dans une tragédie racinienne de façon aussi juste, parce qu'il avait un rapport à l'émotion qui était ce qu'on cherche toujours quand on est sur une scène de théâtre. C'est une forme de simplicité et d'émotion. Et lui, il nous tenait là des séances qui étaient assez courtes. Il travaillait 3 ou 4 heures. Il arrivait à tenir sa distribution comme ça, comme un grand chef d'orchestre, je dirais, dans un état d'émotion et de simplicité. Alors effectivement, là j'ai reçu Racine on a reçu Racine de Gruber. C'est Gruber qui nous a fait entendre Racine. Je veux finir quand même sur une chose que je voudrais dire. J'ai entendu c'est pour revenir à Kleist, là, à Gérard Philipe. Je vous conseille d'écouter, parce qu'on voit Gérard Philipe comme un jeune premier, on le voit surtout au cinéma, et j'ai entendu, parce qu'il y a des enregistrements des représentations de Gérard Philipe, au moins au TNP, et je crois peut-être à Avignon. Il faut savoir que Gérard Philipe était un acteur d'une extrême intensité. C'est-à-dire, il criait même quand il va au pied il se jette au pied de l'électrice parce qu'il doit mourir. Il a des accents des accents tragiques et dissonants. Vous vous souvenez de cette voix magnifique qu'il avait, mais qu'on entend généralement de façon mesurée. Et il était démesuré. C'était démesuré. C'était un acteur démesuré. Et ça, c'est très important parce que
c'est très important parce que, je veux dire, cette démesure avait sans doute des mesures et qui n'étaient jamais, oratoires ou jamais extérieures. Je pense que ça a eu un gros effet sur le public. Ça a rassemblé le public d'Avignon, cette capacité qu'il avait. C'est une conversation totalement décousue. On n'a pas fait plus décousu. C'est ce qu'on fait mieux. Non? Gruber, c'est vrai qu'il y avait cette obsession d'un théâtre du murmure, parce que, disons, le murmure, ça appelle l'attention. Le murmure, ça rend l'ouïe extrêmement aigu. Et une phrase célèbre de André Wilms, un grand acteur qui malheureusement vient de disparaître, raconte qu'un jour, il répétait la mort de Danton. Et Gruber remarquait, il faut bien dire qu'il avait aussi des comportements liés à son état éthylique. Et que les éthyliques, ils n'aiment pas trop qu'on les pousse, ils n'aiment pas trop qu'on crie. Et Spetterstein raconte qu'il avait un jour, pendant les 3 heures, il y avait derrière lui Gruber, et il entendait Gruber qui mettait la bouteille de whisky sur le plancher de la salle. Et ensuite, il s'est mis à crier « Mensonge, mensonge, mensonge ». Et à un moment donné, il disait à Wilms « Chut, chut ». Et c'est pour la beauté de la phrase, Wilms lui dit « Mais Klaus, personne n'entendra ». Et lui donne cette réponse presque hölderlinienne. Ne t'inquiète pas, André, ta mère t'entendra. Donc, c'est... Et peut-être, Wajdi, donc, dans tes textes, il y a, dans la plupart de tes textes, on retrouve ce qui me semble, à mon avis, essentiel pour le théâtre européen, c'est on retrouve des paraboles. C'est pas seulement des histoires personnelles comme ça, mais des paraboles. Est-ce que ce goût pour la parabole, qui va des Grecs jusqu'à Beckett, est quelque chose qui a à voir avec l'essence du théâtre européen? Alors, surtout, par exemple, les oiseaux. Oui. Par la bande, oui, nécessairement, parce que ce que l'exil m'a apporté, c'est l'école, c'est la culture de l'autre. La France d'abord, le Québec ensuite. Et dans cette découverte de la pensée occidentale, vous savez, les orientaux sont beaucoup moins, sont beaucoup moins dans la causalité. On ne pense pas par causalité, on ne se dit pas il y a ça, donc il y a ça, donc s'il y a ça, c'est qu'il y a ça. On n'est pas dans la causalité, on est plutôt dans la métaphore, dans la fable. Enfant, j'ai toujours entendu qu'un oiseau chante. Pour qu'un oiseau chante, c'est qu'il faut nécessairement qu'il y en ait un autre caché et invisible qui le regarde. Sinon, il ne chantera pas. Donc la notion de gémellité, elle est donnée d'emblée dans un conte pour enfants. Voilà, j'ai 4 ans, je dis à ma mère, pourquoi l'oiseau chante? C'est parce qu'un oiseau le regarde. C'est vrai, ça. Pas parce que, je sais pas quoi, non, parce qu'un oiseau le regarde. Donc le rapport de causalité est nécessairement dans l'imaginaire. Mais on prend un avion, on change de pays, on arrive en CM2, on ne parle pas vraiment le français, on s'assoit et on entend, en 732, Charles Martel repousse les Arabes à Poitiers.
Je dis, ah, ok, donc ça place d'emblée la question. Moi, je suis du côté des Arabes, et je vous dis Charles Martel est le méchant. Et bon, voilà. Et puis, après l'école, ensuite la neige au Québec. Il fait très, très beau. Hein. Il fait très, très beau. Très, très beau. Grand ciel bleu, chouette, je me mets en short, en t-shirt, je sors, mais il fait moins 15. Là, je pense à cette phrase de... La clarté augmente avec... Le froid augmente avec la clarté. C'est Thomas Bernhard qui a dit ça. C'est très juste. Au Québec, on le sent tout de suite. Et tout ça fait en sorte qu'on découvre aussi une chose dans ce voyage, en tout cas moi ça a été ça, qu'une phrase peut changer une vie. Concrètement, au cutter, j'entends une phrase et je l'applique, je me mets à appliquer, parce qu'elle touche à quelque chose de fondamental, je me mets à l'appliquer tout de suite. J'applique ça tout de suite. Exemple, voilà, 3e année à l'École nationale de théâtre, série de notes après un filage. Le metteur en scène est vraiment pas content de nous, on a été très mauvais, etc. Il est très fâché, il nous fait un grand discours. Et à un moment donné, il dit « Mais merde, c'est quoi pour vous un acteur ? C'est quoi un acteur ?» un acteur, c'est quelqu'un qui joue... Non. Et là, temps de silence, il était vraiment fâché. Hein, il dit « Non. C'est quelqu'un qui sort du noir, qui s'avance dans la lumière pour dire qui il est. » Et moi, cette phrase, à l'instant où il a dit, « Ok, je fais ça demain. Je fais ça demain, j'y crois. » Et je crois vraiment qu'une phrase change une vie au cutter. Pas « Ah tiens, je vais travailler dessus et peut-être que dans 10 ans, j'y arriverai. » Non, tout de suite. Et cette chose-là, lorsqu'elle est racontée par une parabole, lorsque la parabole arrive et elle te dit « Écoute, tu es au fond de toi-même, tu es noyé par le ressassement, tu ressasses ton malheur, et tu n'arrives pas à sortir du ressassement de ta douleur. Mais la vie n'est pas faite pour ça. La vie n'est pas faite pour ressasser ta douleur parce que le temps file, demain tu meurs. Donc là, arrête de ressasser. Mais ça, l'injonction « arrête de ressasser ta douleur », on ne peut pas la sortir comme ça. On peut dire à quelqu'un « va voir un psy », mais ça va durer 15 ans. Mais il est possible aussi de dire « ok, j'ai une histoire à te raconter. Écoute bien. » Pas écoute bien. Écoute bien l'histoire que je vais te raconter. Et je raconte l'histoire. Eh bien, j'ai la conviction profonde que, à la fin de l'histoire, au cutter, la personne fait « Ok, j'arrête de ressasser. J'arrête. » Et je crois à ça. Je crois vraiment profondément à ça. Et c'est pour ça, d'une certaine façon, que quand je rencontre les acteurs, quand on commence un projet, je leur dis, OK, dans quel état on veut... Parce que tu comprends, moi, quand tu écris, quand tu es l'auteur, tu ne peux pas t'appuyer sur le texte. Quand tu montes Racine comme metteur en scène, tu peux dire à l'acteur, non mais appuie-toi au texte, le texte est génial. Moi, je ne peux pas dire ça. Tu me vois, moi, en train de dire, non mais attends, le texte est dément, fais juste le dire. Je ne peux pas dire ça. Je ne peux pas dire, sois sobre. Je ne peux pas. Parce que comme auteur, mon premier doute, ce n'est pas l'acteur, c'est le texte. Nécessairement. Je suis tellement sûr que c'est nul. Je suis tellement sûr que c'est mauvais parce que c'est pas Shakespeare, parce que c'est pas Racine, parce que c'est pas Coltès, parce que c'est pas tous ceux qui sont morts et dont on dit tous qu'ils sont vraiment formidables. C'est que moi. Donc en étant que moi, j'ai besoin de l'acteur en lui disant « Ok, là tu y vas, tu y mets ton âme, tu y mets ton cœur, parce que sans ça, je vais pas y arriver. » Et là, il y a une question. Dans quel état on veut que le spectateur sorte ? Eh bien, s'il n'y a pas un miracle, ça ne vaut pas la peine. Le miracle de la statue qui bouge, de la statue qui ouvre les yeux, de la pierre qui se met à parler, le miracle. S'il n'y a pas le miracle, si on ne vise pas le miracle, ça ne vaut pas la peine. Et pour ma part, le miracle, je n'arrive pas moi, je ne sais pas le faire par le choc esthétique. Je peux le faire que par le choc de la situation. C'est rentrer ma main dans le spectateur, le prendre et puis
rentrer dans l'histoire, le faire rentrer dans une situation dans laquelle non seulement il va s'identifier, mais il ne va pas savoir comment il va se sortir de l'histoire, sinon de la suivre et de s'identifier. Oui. Et en s'identifiant, arriver à ce moment de parabole qui fait que, proposé comme ça, il est capable à ce moment-là de guérison, de catharsis. Voilà, on revient un peu à ces termes-là qui, pour moi... Tu sais, il y a des choses que je ne comprends pas. Par exemple, on dit, ouais, non, c'est mélodramatique, etc. Mais on ne m'a jamais expliqué pourquoi ce n'est pas bien le mélodramatique, par exemple. On ne m'a jamais expliqué, tu sais, mélodramatique, ce n'est pas bien. Mais pourquoi ce n'est pas bien? On ne me l'explique pas. Et je me méfie beaucoup des injonctions de ce que ça doit être, de ce que ça ne doit pas être. Je me méfie de ça parce que on m'a trop suriné des certitudes. Les maronites, c'est les meilleurs, les chiites, c'est horrible, etc. Mélodramatique. Quand on me dit le mélodrame, c'est pas bien, j'ai l'impression d'entendre mon oncle qui me dit, tu sais, les sunnites, faut pas leur faire confiance. Donc, je suis assez méfiant sur les injonctions théoriques, sur ce que ça devrait être ou pas, tu vois. Là, j'ai beaucoup parlé, je suis désolé. Non, mais c'est très bien, mais on s'achemine vers la fin de notre rencontre. On a encore quelques minutes pour échanger. Effectivement, on est allé bien au-delà de l'Europe, mais c'est bien. C'est bien. Peut-être qu'on voulait dire un mot de l'Europe et de la Méditerranée, et peut-être aussi d'une géographie qui est beaucoup plus souple que... C'est un peu ce que tu disais, Georges, au début. C'est ce qu'on a eu d'ailleurs dans nos premiers rendez-vous. Dès qu'on a parlé d'Europe, Georges Lavaudan nous a dit « Ouh là là, mais moi, l'Europe, ça va de l'Angleterre, malgré le Brexit, jusqu'à la Russie inclus, et même peut-être au-delà. » Finalement, cette géographie de l'Europe, elle est très méditerranéenne pour Wajdi. Elle est très... international peut-être pour Marcel, parce que tu me disais finalement j'ai peu voyagé en Europe, j'ai plus voyagé hors d'Europe. Donc cette porosité avec d'autres cultures, elle se fait au-delà de l'identité européenne finalement. C'est-à-dire que justement je me disais, mais on ne voyage, je ne sais pas si c'est toi cette impression-là, mais avec le théâtre on voyage assez peu en Europe. Enfin, les troupes françaises voyagent peu en Europe. On voit tout le théâtre européen, non ? On ne cesse de voir tous nos collègues, d'ailleurs, du monde entier, mais en Europe, on ne voyage pas beaucoup. Moi, j'ai joué à Florence, justement, avec Patrice Chéreau en 69. J'ai joué à Tübingen, la princesse de... J'ai joué à Belgrade... mais je cherchais les endroits où j'avais joué en Europe. J'ai joué en Russie, ça oui, à Moscou et à Saint-Pétersbourg, mais j'ai peu joué en Europe. Je ne sais pas si toi tu tournes en Europe un peu. Un peu, oui. Plus, avec la compagnie, oui, on a tourné en Espagne. Voilà. Mais c'est pas naturel. Oui, c'est ça. C'est pas naturel. On n'a pas de collègues européens au téléphone. Qu'est-ce que tu es en train de faire? C'est beaucoup plus, c'est beaucoup moins, enfin d'une certaine façon, moins avancé qu'on ne croit. Et justement, je me rendais compte que effectivement, j'ai l'habitude j'essaye de voyager presque tous les ans, mais évidemment, je choisis d'aller en Inde, en Chine, au Brésil. J'essaye de voir des pays au-delà de l'Europe comme un voyageur de nos jours. Mais dans ces pays, ça on peut peut-être le dire, dans ces pays, le théâtre, le respect pour le théâtre est synonyme aussi de respect pour l'Europe. Parce que au Brésil, jouer Tchekhov, Shakespeare, c'est d'une certaine manière rendre hommage à l'Europe. C'est des zones géographiques qui ont été nourries par l'expérience d'un théâtre venu d'ailleurs,
auxquels les hommes de théâtre se sont associés, se sont assimilés. Et ce n'est pas une forme anonyme. Ah non, mais moi, il me vient une phrase comme ça qui était dans le Clown Chocolat que j'aime énormément, parce que donc c'est dans les années avant 1900 ou au début de 1900, enfin, mais c'est dans les années, mettons, même 1880, il disait la Russie est la sœur de la France. Et ça, je l'ai profondément ressenti. Hein. Un jour, Béatrice Picon-Valin, on allait à Moscou et elle m'a envoyé dans la classe de Fomenko et j'ai vu sa classe qui était en train de travailler loups et brebis. Et c'est vrai que cette chose, on sent ces choses-là. Enfin, là, c'est la Russie qui me vient à l'esprit, mais j'ai vérifié ça. Mais on vérifie quand même très souvent. C'est ça qui est merveilleux, qu'on a des frères et sœurs partout quand même, non ? Bien sûr, bien sûr. Merci. Oui, je t'en prie. Parce que je trouve que c'est important, cette idée de la Méditerranée. Je me rends compte que, de manière très instinctive, pour moi, l'Europe, c'est la Méditerranée avant tout. Je pense à cette phrase de Martial Pagnol qui dit « La civilisation cesse là où l'olivier ne veut plus croître ». Et donc ça s'arrête à peu près à Lyon, tu vois, c'est-à-dire à partir de au-dessus, c'est les barbares, on ne sait pas trop ce que c'est. Mais et donc qui parle de la Méditerranée ne parle pas que de la rive nord, parle aussi de la rive sud de la Méditerranée. Donc pour moi, l'Europe, elle inclut tout le Maghreb et le Machrek aussi, l'Égypte, enfin toute cette, c'est la Méditerranée. Et avec les problématiques qui vont avec. C'est-à-dire, moi, je me disais, l'Europe, aujourd'hui, je reviens un peu à cette question à ce que je disais sur Oedipe à Colonne et la parole de Thésée. Aujourd'hui, on est aux antithèses, c'est-à-dire je veux évidemment pas là, en 5 minutes, aborder la question des migrants qui essayent de traverser la Méditerranée et qui se noient dans les eaux de la Méditerranée, c'est-à-dire qui se noient dans le ventre de l'Europe, qui sont noyés par le ventre même de l'Europe, c'est-à-dire cette mer nourricière, c'est là-dedans qu'il se noie, cette mer de communication, cette mer qui a tellement permis au peuple de communiquer, de se relier, d'échanger, cette mer qui les a sauvés, qui les a nourris, etc., etc. C'est là qu'il se noie. Et pour moi, c'est pas des gens qui essayent de rentrer en Europe, ce sont des gens qui essayent de voyager en Europe, puisque pour moi, c'est compliqué de séparer la Méditerranée en disant il y a la partie nord et la partie sud, et puis ça, c'est assez compliqué. Et ça m'amène en fait... là, je fais un saut, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps et j'aurais pas beaucoup... Ça me demanderait du temps pour arriver à faire le lien. Mais quand même, si je devais aujourd'hui me poser la question à laquelle j'arrive pas à répondre, c'est précisément celle de l'ennemi, encore une fois. Je reviens à ça, c'est-à-dire je n'arrive pas à nommer l'ennemi pour lequel j'ai envie d'écrire, c'est-à-dire dont j'aimerais raconter l'histoire. Je n'arrive pas à nommer les Perses dont j'aimerais raconter l'histoire et qui feraient en sorte qu'à la fin, le public est bouleversé par cet ennemi. J'ai l'impression que je suis dans une époque qui est, où les méandres sont tellement flous, tellement effacés, je n'arrive pas à lire, je n'arrive pas à déterminer quelque chose qui me permette d'entrer dans une histoire concrète, d'écrire une pièce de théâtre en me disant je vais écrire la pièce et puis mon désir n'est pas de choquer, c'est pas que je veux choquer les gens, dire quoi, comment tu oses faire ça, je veux pas faire ça, mais au contraire, tout au contraire, écrire une pièce qui fera en sorte que les gens sont presque pris en flagrant délit d'humanité et d'affection pour ceux qu'ils croyaient détester. Mais pour ça, j'arrive pas à nommer. J'arrive pas je sais pas. Je me dis, ok, peut-être est-ce que c'est la morale, est-ce que c'est la bien-pensance, mais ça veut rien dire exactement. J'ai de la difficulté à nommer.
Et je trouve que cette difficulté à nommer est peut-être le synonyme, et je ne parle pas que de moi, je pense qu'on est tous un peu dans une difficulté à nommer quelque chose, et cette difficulté est peut-être le symptôme d'une faille dans ce rapport à l'Europe, dans cette notion à l'Europe. Il y a peut-être une faille là. Merci beaucoup. On va rester sur cette interrogation. On aimerait vraiment beaucoup continuer avec vous deux, avec Georges aussi, ces débats et ces échanges qui ont été à la fois enflammés et passionnants. On s'arrête là pour aujourd'hui. On continuera à vous suivre sur les scènes et dans les théâtres avec grand bonheur. Pour ce qui est de notre cycle, on se retrouve le 30 mars à 18h30 avec comme invité Brigitte Jacques, Yanis Kokos et Thomas Ostermayer. Et je voulais vous signaler aussi que demain, ici même au petit auditorium, il y a la projection de Virginia de Gilles Katz, qui est un film qui est diffusé dans le cadre de l'exposition Catherine Sellers, donc pour tous les amateurs de théâtre jusqu'au 20 mars. Dans la Galerie des Donateurs, ici, vous avez une exposition sur le parcours artistique de cette grande comédienne que fut Catherine Sellers, et je vous incite vraiment à venir découvrir ces grandes rencontres avec Camus, Duras, Régis, etc. Donc demain, au petit auditorium à 14h30. Merci mille fois à tous et merci encore à vous d'avoir été là avec nous. Vous venez d'écouter un podcast de la Bibliothèque nationale de France. Retrouvez les conférences, rencontres et créations de la BNF sur toutes les plateformes de podcast ainsi que sur le site bnf.fr.